Plus à l'accéder. Merci. Donc, je vais débuter la présentation, puis il y aura d'autres personnes qui se joindront à nous au fur et à mesure. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents en si grand nombre aujourd'hui pour cette période d'échange organisée entre le milieu du théâtre et le calque. Donc, mon nom est Caroline Gignac. Je suis responsable de la stratégie politique et de la recherche au CQT. Catherine Voyer-Léger, directrice générale du CQT, est également parmi nous aujourd'hui, ainsi que Thomas Bouget, agent communication au CQT. Donc, le but de la rencontre d'aujourd'hui, c'est notamment d'aborder les actions du calque pour 2022-2023 qui sont en lien aussi avec le plan de relance pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel. Je vous ai mis le plan dans le chat si jamais vous souhaitez le consulter pendant la rencontre ou après. Donc, la rencontre va se dérouler en 3 parties. Je vais effectuer un retour rapide sur les mesures du plan de relance qui concernent plus particulièrement à la fois le milieu du théâtre et qui sont soutenues par le calque. Et par la suite, Véronique Fontaine, qui est directrice du soutien aux organismes de création et production au calque, va effectuer une courte présentation pour vous offrir des détails donc, concernant les stratégies et les mesures de soutien qui vont être déployées pour la prochaine année. Elle va aussi être accompagnée de 10 professionnels de l'équipe du conseil qui œuvrent de près dans les dossiers reliés au théâtre qui vont venir se présenter à vous. Donc, ça vous permet aussi de mettre un visage sur les individus à qui vous avez parfois à échanger. Et puis surtout, en 3e partie, on va procéder à une période de questions, d'échanges. Donc, la parole est à vous. Je vous invite à formuler vos interventions en levant la main, en cliquant sur le bouton réaction. Vous allez voir un petit icône inscrit lever la main. Je vous invite à ouvrir votre caméra pour faire votre intervention. Sinon, il est aussi possible de la formuler dans le chat. Je vais autant que possible essayer toujours de jeter un œil pour suivre ce qui est dit. Donc, puis moi, je reprendrai la question puis je l'adresserai aux membres du calque. Donc, je vais vous partager brièvement mon écran juste pour revenir rapidement sur certains détails du plan de relance. Donc, c'est un plan qui se divisait en 3 parties. Donc, consolidé, là, je vous donne les montants généraux là, qui concernent toutes les disciplines qui ne sont pas forcément attribuées simplement au théâtre. C'est juste pour vous donner une idée du plan. Donc, il se divisait en 3 volets, consolider, faire briller et propulser. Le plan était sur 3 ans, était présenté sur 3 ans et aujourd'hui, on va surtout s'attarder aux actions pour la prochaine année. Donc, allons-y tout de suite avec les mesures brièvement qui concernent le milieu du théâtre et qui sont soutenues par le calque. Donc, on parlait de la prolongation de la mesure de soutien à la billetterie, on dit toujours de la billetterie, de spectacle québécois jusqu'au 31 mars 2023.
Il y avait aussi les programmes de soutien à la mission et le soutien à la programmation spécifique seront augmentés de manière considérable pour reconnaître différents facteurs, dont celui de la rareté de la main-d'œuvre. Également, le programme de bourse aux artistes du calque va voir son enveloppe annuelle soutenue davantage. Ce qu'on cherche à faire, c'est encourager un plus grand nombre de projets d'artistes de la relève, de récipiendaires de première bourse et de finissants d'écoles supérieures d'art. Et aussi, un soutien accru aux projets qui présentent des artistes de la relève issus de l'immigration, autochtones ou en situation de handicap afin de leur donner plus de visibilité et favoriser davantage la circulation des œuvres à la grandeur du Québec, en plus de permettre des créations dans des lieux atypiques ou alternatifs. Donc, je laisse maintenant la parole à Mme Véronique Fontaine, qui va vous présenter certains membres de l'équipe du CAL, comme je vous disais, qui sont reliés de près au dossier théâtre et vous offrir quelques détails. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être avec vous cet après-midi. Merci au CQT pour cette invitation, à Catherine et à Caroline pour l'organisation de cette rencontre d'échange. On a une petite heure ensemble, ce n'est pas très long, on en aurait long à se dire, j'en suis persuadée, notamment avec la gestion de la pandémie des 2 dernières années, mais on a vraiment voulu garder du temps de qualité pour vous entendre, pour l'échange. Donc voilà, on va se concentrer surtout sur ce que Caroline vient de vous présenter, donc le court terme en 22-23. Avant que je rentre dans un petit peu plus le contenu, finalement, je voulais effectivement profiter de cette occasion qu'on avait devant nous là, pour vous présenter plusieurs visages du conseil, donc des membres de l'équipe du conseil. Il y en a plusieurs d'entre eux que vous connaissez. Bon, après 2 ans de pandémie, ça vaut peut-être la peine de se rafraîchir la mémoire sur les visages, mais il y en a certains autres qui ont changé. Donc, pour nous, c'était une opportunité aussi pour que vous les connaissiez puis que vous associez des visages au nom. Donc, ils sont nombreux. Là. Effectivement, je pense qu'on est une dizaine au total. Donc, je vais vous nommer, collègues du conseil. Je vous demanderai juste donc de vous nommer puis de vous parler précisément des dossiers qui concernent les dossiers du théâtre là, dont vous avez la responsabilité. Donc, voilà. D'abord, vous dire que je suis accompagnée d'un autre directeur, André Racette, est parmi nous, je pense l'avoir vu. Je ne sais pas, André. Allô, oui, bonjour tout le monde. Je suis André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international. Et comme le titre l'indique, c'est dans notre direction qu'on soutient en particulier la diffusion spécialisée en théâtre. Bonjour, ça fait plaisir d'être là parmi vous. Merci, André. Il y a Mélissa Bassora qui est parmi nous aussi. Mélissa. Oui, bonjour. Je suis chargée de programme en théâtre, donc, mais pour les bourses, essentiellement. Ouais. Les bourses en théâtre. Merci, Mélissa. Geneviève Pelletier. Oui, bonjour. Alors, je suis chargée de programme pour les programmes, les soutiens au projet et les soutiens à la mission en théâtre. Merci, Geneviève. Alexandre Martin aussi parmi nous. Bonjour tout le monde. Je suis chargé de programme en théâtre, essentiellement des dossiers de théâtre pour les organismes, les soutiens au projet de production, recherche-création, production et puis programmation spécifique pour les organismes en théâtre. J'ai aussi soutien à la mission pour les organismes d'association, regroupements nationaux et organismes de services, regroupements nationaux, dont le CQT, entre autres. Voilà. Bonjour tout le monde. Merci. Merci, Alexandre. Jean Fortin est aussi avec nous. Oui, bonjour. Alors, Jean Fortin, chargé de programme, entre autres en théâtre, avec des dossiers d'organismes soutenus à la mission uniquement. Merci, Jean. Caroline Simard est avec nous aussi. Oui, bonjour. Chargée de programme à la direction des organismes de soutien, des organismes de création-production, pardon. Et j'accompagne, entre autres, aussi une dizaine d'organismes en théâtre jeune public ou soutien à la mission. Merci, Caroline. Laurent Rosenzweig. Oui, bonjour. Laurent, je suis chargé de programme dans la direction soutien à la diffusion et au rayonnement international. Je m'occupe, excusez-moi, je m'occupe de diffuseurs spécialisés en théâtre comme l'Écurie, l'usine C'est-la-Chapelle, la Serre et les événements aussi comme le FTA et le Jamais Lu. Merci. Merci, Laurent. Marie-Ève Vézina, je pense, qui est parmi nous aussi. Oui, bonjour, Marie-Ève Vézina. Je m'occupe principalement de diffuseurs spécialisés en théâtre jeune public. J'ai également Espace Libre et je m'occupe des voyagements.
pour le soutien à la mission. C'est précis, c'est bien. Je pense que Philippe Doig-Gosselin aussi est là. Oui, bonjour à toutes et tous. Philippe, je suis chargé de programme à la direction du soutien à la diffusion, donc pour des diffuseurs surtout pluridisciplinaires, mais j'ai aussi la charge de quelques diffuseurs spécialisés en théâtre et en art visuel. Merci. Puis, il y a Dany Godreau aussi qui est parmi nous. Bonjour, je suis adjoint au programme, donc à la direction du soutien aux organismes de création et production. Je travaille en collaboration avec Alexandre Martin, Geneviève Pelletier, entre autres, pour les comités consultatifs en théâtre. Voilà, je ne pense pas avoir oublié personne. Vous me le dites si c'est le cas. Donc, merci, chers collègues. Oui, Véronique, si je peux me permettre de préciser, parce qu'on ne l'a pas dit, mais Laurent, Caroline et moi sommes aussi membres de la cellule numérique au Calque, donc pour les projets numériques, pour ceux d'entre vous que ça pourrait intéresser. Comment il s'agissait de mettre des visages sur des noms. Voilà. Et il y en a quelques-uns parmi eux, dont Philippe et Marie-Ève, qui s'occupent aussi de la mesure billetterie que vous connaissez sans doute un petit peu. Il y en a plusieurs qui ont participé, mais pour le moment, Philippe et Marie-Ève en font encore partie. Donc, merci, chers collègues, et n'hésitez pas, membres du CQT, à faire appel à eux et à les contacter. Si vous avez des questions sur des programmes, là, ils sont vraiment là pour vous. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'aurais beaucoup de choses à vous dire en fait, et à vous livrer cet après-midi. Je veux vraiment garder du temps pour cet échange. Donc, je vais surtout me concentrer sur les actions du Conseil en 22 et 23. Je me permettrai quand même de tenter de résumer un peu l'action du Conseil dans la gestion de la pandémie. Vous le savez, pendant ces 2 dernières années, on a mis en place des mesures particulières. On a fait des interventions ciblées, on a adapté, assoupli certaines règles de programme pour faire face aux différentes réalités. On a dû suspendre certains programmes également. Notre souci tout au long de la pandémie, puis bien sûr, comme vous, on ne savait pas combien de temps cette pandémie allait durer, mais notre souci, je dirais de manière continuelle, était d'essayer d'accompagner au mieux le milieu et toutes ses composantes, donc de l'écosystème, donc essayer de le maintenir, de le préserver au mieux et au maximum tout au long de cette pandémie. On arrive maintenant, je pense, à une étape où on a suffisamment de recul pour voir, c'est constater ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Je sais que le milieu, vous faites aussi ces constats-là en ce moment, donc de prendre un temps, une pause pour vraiment peser l'ensemble de ces actions-là dans la balance du temps aussi. Et on sait bien sûr collectivement que la pandémie a ébranlé le milieu, qu'on fera face à de nouvelles réalités. On fait déjà face à une nouvelle réalité. On sait qu'il y a eu des pertes, sans doute qu'il y en aura d'autres à venir. Qu'il y a des artistes, des techniciens qui se sont tournés vers d'autres horizons, d'autres qui ont fait d'autres choix de vie. On sait aussi que les finissants, que la jeune relève, les organismes de l'émergence ont manqué et manquent encore d'opportunités. Bref, ce que je voulais souligner ici, c'est que le Conseil est tout à fait ouvert à faire partie de la conversation par rapport à ces enjeux-là, les enjeux qui sont importants et qu'on sait que vous avez face à vous, en fait, devant vous. On a lu la lettre ouverte de la relève qui a été relayée par le CQT récemment, le document de la Jazette qui était annexé. On entend aussi les cris du cœur du milieu pour des lieux de création, de diffusion spontanée. Bref, je voulais comme profiter de cet espace-ci pour vous dire qu'on est tout à fait ouvert à discuter puis à accompagner le milieu sur ces enjeux-là pour qu'on trouve des solutions collectivement, finalement. Donc, voilà, c'était la parenthèse que je voulais faire sur les 2 dernières années. Maintenant, comme Caroline vous l'a dit et vous l'a montré, le plan de la ministre s'articule sur différents aspects. Il a été présenté le 10 avril dernier et c'était un plan qui s'échelonnait sur 3 ans. Donc, le Conseil, plus spécifiquement sur les sommes qui ont été consenties pour l'ensemble du milieu culturel, le Conseil, on a 78 millions sur ces 3 années-là.
Vous savez maintenant que l'ensemble des programmes du Conseil sont maintenant actifs, notamment programmation spécifique depuis le 20 avril dernier, réouvert pour l'ensemble des organismes admissibles, donc création, production et diffusion, entre autres. Donc, notre budget de base, il est là, il a été reconduit, ce qui nous permet de maintenir notre offre de programmes réguliers, je dirais un peu avant, comme avant la pandémie, si on veut. Je vais surtout, moi, m'attarder, vous donner des informations sur les crédits additionnels qui viennent s'ajouter à ce budget de base, donc, dont je vous parlais d'un 78 millions. Il se décline sur 3 années, 37 millions l'an 1, 20,5 l'an 2 et l'an 3. Donc, c'est un défi, là, 37, 20,5 et 20,5 pour les 2 dernières années. À ces crédits de 37 millions, il y a une somme de 32,5 millions qui vient s'ajouter et qui est accordée spécifiquement à la SODEC et au CALC pour la mesure, dont celle qui nous concerne, c'est la mesure de soutien à la diffusion de spectacles québécois, la mesure billetterie dont on parlait tout à l'heure. On considère que cette mesure, dans le plan, et dans cette nouvelle mouture, parce que comme vous le savez, cette mesure-là a évolué depuis sa fondation en octobre 2020. Il y a eu plusieurs moutures. C'est une nouvelle mouture, encore une fois, cette phase 5-ci dans laquelle on est. C'est une nouvelle mouture et on pense que c'est vraiment un élément important dans le plan qui a été annoncé par la ministre. Donc, c'est 32,5 millions jusqu'au 31 mars 2023. On parle de plusieurs phases là, avec des dates de dépôt différentes. Cette mesure-là, elle a vraiment pour objectif de maintenir la capacité des diffuseurs à programmer des spectacles, à offrir au public des représentations. Elle a aussi l'effet de soutenir davantage l'audace en programmation, la prise de risque. En fait, quand on dit ça comme ça, c'est surtout qu'on veut dire que le risque est moins grand pour les programmateurs qui souhaiteraient opter pour des options, des représentations plus nichées dans leur programmation. Donc, d'y aller de l'avant et de ne pas hésiter à mettre de l'avant des artistes qu'on n'aurait pas nécessairement invités dans un cadre de relance où on veut plutôt aller avec des valeurs sûres. C'est entre autres ce que la mesure a comme effet finalement collatéral. Cette mesure, elle concerne le milieu théâtral, elle vous concerne soit parce que vous déposez une demande, donc vous diffusez des œuvres théâtrales, ou soit parce que vous faites partie de la programmation. Mais l'objectif premier de la mesure depuis octobre 2020 demeure le même et c'est celui d'assurer que les cachets qui sont négociés avec les diffuseurs soient versés aux producteurs. Je vous rappelle au passage une petite promotion, en fait, que les représentations qui couvrent en fait la période du 1er avril au 31 mai jusqu'à aujourd'hui, c'est la phase qui est actuellement ouverte et pour laquelle vous pouvez recevoir de l'aide dans le cadre de cette mesure-là. La date de dépôt est le 7 juin. Donc, ça vient vite, mais voilà, vous avez cette information-là si ça vous concerne. Donc, cette mesure-là, c'était vraiment des sommes additionnelles aux 78 millions que je vous parlais au départ. Donc, maintenant, je vais vous parler de comment se décline le 37 millions 22-23 qu'on va affecter dans l'exercice 22-23 du Conseil. Il y a donc 5 éléments, comme le montrait tout à l'heure Caroline. Le premier élément qu'on a déjà annoncé, c'est le soutien au fonctionnement. Donc, le 13 avril dernier, le Conseil a annoncé une bonification de 29 millions sur 3 ans. Il y a beaucoup de chiffres, hein, je le sais, j'espère que vous me suivez, mais on a une période d'échange si jamais des choses qui vont trop vite. Donc, c'est 29 millions sur 3 ans qui a été annoncé en avril dernier. C'est une somme qui vient s'ajouter à notre budget de base. Annuellement, notre budget de base est de 89 millions pour ces programmes de fonctionnement. Et donc, les programmes de fonctionnement, s'il y en a 2, c'est le programme de soutien à la programmation spécifique et le programme de soutien à la mission. Et le gros de ce 29 millions va être affecté cette année, en 22-23, surtout pour répondre aux besoins de prévisibilité des organismes, ce que vous avez largement exprimé, qu'on a bien entendu. Donc, on va affecter la majorité de ces crédits-là dès cette année.
Donc, pour la programmation spécifique, on va bonifier l'enveloppe qui était disponible dès le départ. On va tout simplement la bonifier. Pour ce qui est du soutien à la mission, ce que vous savez sans doute déjà, c'est qu'on va annoncer des crédits additionnels au soutien de base des organismes qui sont déjà soutenus dans le cadre de soutien à la mission. On va donc annoncer des aides additionnelles pour les exercices 22-23 et 23-24. Donc, pour les 2 prochains exercices, ça va donc s'ajouter à votre soutien de base pour les organismes que ça concerne. Ces annonces-là vont venir début de l'été, c'est notre souhait. Et ça nous permet, dans le fond, de faire un pont jusqu'à l'inscription qui est prévue au 1er février 2024. Et là, ce sera vraiment la réouverture de ce programme-là et l'accès à tous les organismes admissibles qui souhaitent déposer dans ce programme-là au 1er février 2024. Voilà. Par ailleurs, je voulais vous dire le Conseil a administré un sondage auprès des organismes qui sont soutenus à la mission. On a administré ce sondage-là en mars dernier. Et on a reçu un taux de réponse de 83,4 %. Donc, j'en profite pour vous remercier, membres de la communauté à qui on a administré ce sondage-là. Je veux vraiment vous remercier d'avoir accueilli et répondu de manière importante à ce sondage-là parce que ça nous donne vraiment un pouls en temps réel de vos enjeux. On vous demandait d'identifier les enjeux prioritaires, même de prioriser en fait vos enjeux. Et ça nous a beaucoup, beaucoup aidé. Donc, ce taux de réponse soit aussi grand, ça nous donne un vrai portrait clair de la situation. Je me permets de vous dire les 4 grands axes qui en sont ressortis, donc les 4 plus grandes priorités. Bien sûr, il y a eu plusieurs autres, mais les 4 plus grandes qui sont ressorties, et vous ne serez pas surpris, la première étant la rétention de la main-d'œuvre. On sait que c'est un grand enjeu en ce moment. Intégration de la relève, faire plus de place à la relève. L'inclusion, sous toutes ses formes, et la reconquête des publics. Donc, ce sont les 4 grands axes qui sont ressortis de ce sondage-là. Donc, voilà pour ce premier axe. Le deuxième axe qui concerne, je reviens sur le 37 millions de cette année, le Conseil va affecter 10 millions de plus pour le programme de bourse. Le programme de bourse permet au Conseil de soutenir les artistes et les commissaires et ça leur permet d'avoir des moyens pour développer des nouveaux projets. En février 2020, le Conseil a annoncé un nouveau programme de bourse qui a maintenant 9 volets et qui permet, entre autres, le soutien des tournées, le soutien d'artistes qui souhaiteraient aller en tournée au Québec ou à l'extérieur du Québec. C'était une nouveauté, je pense, importante et à souligner. Ce n'était pas possible avant, il fallait se constituer en OBNL ou passer par un organisme de service. Donc là, maintenant, les artistes ont accès à ce type d'aide-là à travers le nouveau programme de bourse. Au cours des 2 dernières années, le programme a pu bénéficier de sommes additionnelles pour le programme de bourse de manière générale. L'augmentation qu'on a reçue en 21-22, donc l'année dernière, a permis d'augmenter le taux de réponse de manière assez importante. Donc, on est passé à un taux de réponse autour de 19 % à un taux de réponse à 28 %. Donc, c'est quand même significatif, ce qui fait que cette année, en 22-23, on va prendre 10 millions de plus qu'on va ajouter au soutien qui était déjà accordé aux bourses pour essayer d'aller dans la continuité, de maintenir un taux de réponse équivalent ou semblable. Donc, voilà. Troisième action du Conseil en 22-23 qui nous sera rendue possible grâce à ce 37 millions. Le Conseil veut vraiment encourager le développement de projets artistiques qui visent tout type de public, qui encouragent toute forme de pratique, de la pluralité des expressions artistiques. Bref, on va affecter 3 millions de plus pour ce type de projet-là. Ça va se faire à l'intérieur des programmes réguliers du Conseil. Il n'y aura pas d'appel à projet ou de mesures spécifiques. Ce qui est vraiment prévu, c'est qu'on affecte ces sommes-là à l'intérieur des programmes réguliers du Conseil. Et on parle de soutenir davantage le développement et la diffusion d'œuvres qui incluent des artistes
issus de l'immigration, des artistes autochtones, des artistes en situation de handicap ou un public particulier, les projets féministes, etc. Ce type de projet-là. On veut aussi, grâce à cette enveloppe-là, encourager les collaborations avec d'autres secteurs de la société. Donc, essayer d'aller toucher des secteurs, en fait, d'utiliser la culture et les arts pour aller rejoindre d'autres vecteurs de l'économie, soit le milieu des affaires, le milieu de l'éducation, de la santé, de l'immigration, le milieu communautaire. Donc, de reconnaître aussi que les arts sont une voie de passage finalement pour aller rejoindre d'autres secteurs de l'économie ou de la société plutôt. Donc, 3 millions pour cet aspect-là des choses et qui vont vraiment se faire à l'intérieur des programmes réguliers du Conseil. Il me reste deux éléments, puis après, on passe à la période d'échange, c'est promis. On va mettre des crédits supplémentaires, en fait, pour la circulation des œuvres sur le territoire québécois. Donc, le Conseil, on va affecter 1 million de plus sur le budget de base. Là, c'est 30% de plus. Là, donc, on va mettre de l'argent de plus pour s'assurer qu'on puisse prolonger et mettre en œuvre le plan d'action sur la diffusion des arts de la scène au Québec, qu'on avait lancé en février 2020 lui aussi, et aussi pour un soutien accru aux tournées en territoire québécois. On considère que la reprise à l'international est lente, est du moins un défi en soi. On souhaite valoriser encore plus ce qui se fait ici au Québec, sécuriser un maximum de représentations qui vont circuler au Québec. On pense aussi qu'il est nécessaire d'augmenter le budget dévolu aux tournées pour reconnaître les frais supplémentaires encourus en raison soit des mesures sanitaires, des nouvelles règles, mais aussi de l'inflation. Je sais que vous subissez les conséquences, donc surtout sur les budgets de tournée. Donc, c'est entre autres pour reconnaître ça qu'on va ajouter des crédits spécifiques à la circulation d'œuvres au Québec. Finalement, cinquième et dernier point, le Conseil va affecter 1 million de plus aussi pour les projets internationaux. Donc, ça va passer à travers les programmes de coproduction internationale, de tournée, de prospection. Ça peut être aussi pour des présences collectives. Vous le savez, que la culture québécoise a une réputation internationale importante. Les activités internationales de plusieurs organismes représentaient, avant la pandémie, un modèle d'affaires qui était viable, qui était exemplaire. Il y a des défis importants par rapport à cette reprise. On se dit depuis plusieurs mois que la reprise internationale est lente. On observe que certains pays sont plutôt en repli sur eux-mêmes de manière plus conservatrice, mais en même temps, de notre côté, très concrètement, on reçoit des demandes de tournée. Donc, on sait qu'il y a aussi une reprise. Donc, c'est très difficile de savoir le comportement des marchés internationaux en ce moment, de savoir à long terme comment le milieu va se comporter, puis les vrais débouchés pérennes sur l'international. Mais donc, ce sur quoi on mise, c'est de dire qu'il faut être présent, qu'il faut continuer et qu'il faut investir donc et miser sur les efforts des organismes qui souhaitent continuer de rayonner à l'international. Donc, on a décidé d'ajouter ces crédits. Simplement, comme parenthèse, c'est en 2019-2020, on avait aussi un soutien accru à l'international dans le budget qui a été déposé par le gouvernement du Québec à l'époque. On avait des crédits additionnels pour l'international et donc, notre budget de base cette année est plus important que jamais pour l'international et on vient y ajouter 1 million. Donc, on a quand même des moyens de bien soutenir les projets et les productions à l'étranger. On sait un peu, comme je vous disais tout à l'heure pour les tournées au Québec, qu'il y a cet enjeu-là de l'inflation et de l'augmentation des coûts, notamment sur les territoires étrangers. Donc, ce sont les 5 éléments qui concernent l'année 22-23, ainsi que nos programmes réguliers, bien sûr. Vous avez compris qu'il y a plusieurs éléments qui passent à travers les programmes réguliers du Conseil. Donc, il y a plusieurs crédits qui viennent juste bonifier les enveloppes disponibles. Vous aurez compris, pour ceux, et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui scrutent à la loupe les plans, donc tout ce qui est les sommes consenties pour l'innovation et pour l'accès citoyen à l'art, on y travaille surtout pour 23-24, donc pour l'année prochaine.
la mesure de présentation de spectacles en distanciation physique dont certains d'entre vous ont pu bénéficier dans les 2 dernières années ne revient pas. Il n'est pas prévu qu'elle revienne cette année, mais on travaille pour qu'elle revienne dès 23-24 pour la saison 2023. Donc, sur ce, moi, j'ai pas mal donné toute l'information. J'espère que vous m'avez suivi à travers tous ces chiffres et toutes ces informations. Merci, Véronique, pour ces informations. Ça permet de mettre des chiffres aussi au plan, tu sais, qui est comme plus en mode descriptif. Puis ça permet aussi, moi, j'entends beaucoup de préoccupations là, qu'on peut recevoir au sein des diverses tables de concertation. Fait que c'est bien aussi de voir qu'au calque, il y a des mots qui sont mis sur des préoccupations qui sont vécues par le milieu. Je vous inviterais, tu sais, c'est ça, on a aussi organisé cette rencontre-là pour vous, pour que vous puissiez poser vos questions, avoir plus de détails pour la prochaine année. Donc, ce soit pour avoir plus de précision sur ce que Véronique vient de présenter, sur d'autres préoccupations que vous avez en ce moment sur la suite, sur soit la relance ou l'incertitude qu'on peut encore vivre. Levez la main, comme je le disais tout à l'heure, soit dans le chat ou voilà, on a des courageux. Peggy Allen, je te donne la parole. Merci de briser la glace. Merci Véronique pour ta présentation. C'est vraiment, on est content de se sentir soutenu par cette bonification-là au soutien à la mission. C'est vraiment sur cette question-là que je t'interpelle parce que là, vous avez eu comme un montant supplémentaire pour 3 ans. Puis comme on l'a dit, l'enjeu de rétention de personnel est super important, de bonification des cachets. Puis moi, j'ai envie d'investir là-dedans. Sauf que là, je me demande dans quelle mesure je peux mettre des choses en place parce qu'après, quand je vais arriver, quand ces 2 ans-là vont être terminés, si je donne des bonifications de cachet, tout ça, est-ce que quand on va arriver à l'évaluation de 2024, le montant de plus qu'on va avoir reçu, est-ce qu'il va être assuré si je mets en place des mesures de bonification? Dans quelle mesure je peux m'avancer, moi, dans des mesures structurantes parce que ça ne peut pas être comme juste pour 2 ans. Là. Voilà. C'est une très bonne question, Peggy. Merci. En fait, l'aide qu'on va annoncer, c'est vraiment de l'aide additionnelle ponctuelle. Donc, il faut que vous le sachiez, on n'a pas ces crédits-là dans notre soutien de base. C'est vraiment des crédits qui se sont annoncés en plus dans le cadre du plan. On est tout à fait conscient de cet enjeu-là, que les organismes auront à faire des choix en fonction des actifs qu'ils ont affectés dans les dernières années, donc qu'ils ont accumulés, et de cette aide additionnelle-là. Et a priori, la réponse qu'on pourrait vous donner aujourd'hui, c'est que c'est un signal qu'on vous envoie pour faire face à ces enjeux-là, mais ce n'est pas l'équivalent de ce que les organismes recevront, donc, parce que sinon, on ne fera pas d'évaluation globale en 2024. Là. On a un processus à mettre en œuvre en 2024 qui veut dire d'ouvrir l'ensemble des dossiers et peut-être d'accueillir des nouveaux organismes. Donc, ça ne serait pas juste de dire que c'est l'équivalent de ce que vous allez recevoir en 2024. Là, il faut donc faire le processus habituel pour y arriver. Maintenant, bien sûr, on sait très bien ce que ça veut dire et ce qu'on engage ici comme attente, on va dire ça comme ça, auprès des organismes, là, de vous annoncer ces sommes-là, donc jusqu'en 2024. Je ne sais pas si d'autres collègues voudraient ajouter des éléments, mais c'est l'essentiel de ce que je pourrais dire, Peggy. Merci, Véronique. Oui, Daniel. Bonjour. Bonjour, Véronique. Merci beaucoup des infos. Ma question va dans le sens de la précédente parce que pour un, je voudrais savoir, c'est quoi pour vous autres le début de l'été? L'été commence le 21 juin. C'est le mois de juin ou c'est parce que en fait, c'est là qu'on vit de très graves problèmes? On fait du plus vite qu'on peut, Daniel. L'été commence officiellement le 21 juin. OK. Je voudrais surenchérir. C'est vraiment, moi, toutes les personnes à qui je parle, la question qui a été soulevée par Peggy, c'est vraiment un casse-tête, puis parce que
c'est supposé nous aider, mais ça peut nous tirer à terre complètement au final, parce qu'à un moment donné, toute la question de la rareté de la main-d'œuvre questionne également toutes les échelles salariales et des cachets qui sont offerts et des salaires qui sont offerts. Et puis, ce n'est pas des petits chiffres, là. Quand on se confronte à la réalité du vrai marché du travail, déjà, on disait avant la pandémie qu'on était en dessous du marché. Bien là, on est dans le plancher du marché quand on arrive avec nos propositions. C'est vraiment très problématique. Vous annoncez que ce sera sûrement une revendication très forte de s'assurer que ça puisse revenir parce que je vois mal, c'est là que c'est pas rassurant. C'est rassurant par un côté, de dire ah, OK, on est correct pour 2 ans, mais après, alors que nous, on nous demande quand même de le planifier sur long terme, quand tu as des équipements, il faut que tu planifies encore plus sur long terme. C'est comme un méchant casse-tête. Je n'enregistrerai pas, je suis sûre que tu le comprends, mais je trouvais ça important de le souligner 2 fois, 3 fois, 4 fois s'il faut. C'est bien entendu. De rendre le message. Merci. C'est bien entendu. C'est même enregistré, Daniel. C'est bon. J'ai 2 questions dans le chat qui sont un peu du même ordre. On a quelqu'un qui cherche à savoir comment les crédits additionnels de soutien à la mission vont être attribués donc pour les 2 prochaines années ciblées, là, 22, 23, 23, 24. Mais indirectement, il y a une autre question si on peut en faire je pense que c'est un peu relié aussi. Donc, sur quoi est-ce qu'on va se baser pour déterminer le montant de l'augmentation de l'aide au soutien dont tu parlais? Bien, en fait, on ne peut pas trop vous confirmer des choses aujourd'hui parce qu'on y travaille, je dirais, encore activement. On est en train d'attacher les choses de notre côté, mais bien sûr, on va prendre en considération les défis, notamment en lien avec la masse salariale des organismes. Donc, les défis que les organismes auront à relever dans les 2 Véronique, moi, pour ma part, je t'ai perdue. Peut-être essayer de fermer ta caméra. Bien sûr, on travaille, on est encore en train d'attacher les... Oups, pardon, j'ai gelé. Oui, là, tu reviens je tranquillement. Crois que vous m'avez perdu. Oui. Alors, qu'est-ce que je disais d'intéressant avant que ça coupe? Parce que je pense que je parlais tout seul. Tu étais au début de ta réponse. Je pense que tu peux la recommencer. Donc, je disais que ce serait difficile de répondre dans les détails aujourd'hui puisqu'on est encore en train d'y travailler, d'attacher les choses de notre côté, mais qu'on s'intéresse entre autres je vous disais, aux 4 éléments qui sont sortis dans le sondage, notamment la main-d'œuvre. Donc, mais on y travaille encore. On pourra vous revenir puis communiquer l'information quand on sera prêt. Est-ce que c'est en lien avec... Ça répond? Vous m'avez encore? On dirait que là, pour le moment, vous gelez. Non? Moi, je t'entends bien. Très bien, c'est beau. C'est fluide. Ça marche. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce qu'il y avait une autre précision qu'on voudrait adresser? Je sais, c'est ça. Nous, en effet, aussi, là, au CQT, la main-d'œuvre, c'est un des enjeux dont on se fait le plus parler en ce moment. Fait que c'est sûr que c'est très présent. Fait qu'hésitez pas si vous avez d'autres préoccupations à partager autour de cette thématique-là. Je n'ai pas d'autres questions dans le chat. Oui, Geneviève Leclerc, allez-y. Je ne sais pas si je suis au bon endroit. Moi, je suis une artiste en autoproduction et j'essaie de prendre tout ce qui passe de tout le monde en ce moment. Dans le plan, je l'avais le plan, je l'ai lu. Dans la section des nouveautés et plus de stabilité, on parle de naissance d'un nouveau programme d'aide d'autoproduction musicale. Le programme il existe, il arrive quand? Moi, je suis vraiment concernée par l'autoproduction. Je sais que c'est quelque chose qui a été poussé beaucoup, mais j'essaie d'aller me chercher le plus d'informations. Je suis peut-être pas au bon endroit, il faut juste me le dire si c'est ça. Ben, en fait, oui et non. C'est-à-dire que c'est effectivement, là, il y a une phrase qui dit qu'avec la SODEC, il y a un programme qui va émerger sur l'autoproduction. Et donc, ce ne sera pas en 22-23 pour ce qui est du conseil. On y travaille en ce moment. Là, donc, c'est plus dans les années 2 et 3 du plan, dans les faits. Après, je sais, êtes-vous en théâtre? Vous travaillez en théâtre, non pas en chanson, là, juste pour... ça dépend.
Ça dépend des projets. Ça dépend des projets. Je travaille avec la SODEC en ce moment en chanson, mais c'est pour ça que ça m'intéresse un peu. Je suis issue d'une école de théâtre. Donc là, c'est juste que l'autoproduction, c'est vraiment quelque chose que j'ai comme entendu beaucoup parler. Ça intéresse beaucoup de mes coéquipières au niveau de l'artiste. Puis là, c'est ça. Je me suis dit, ils ont un meeting, peut-être que la réponse va être là. Mais je vais stand-by et être patiente et attendre. C'est moi, effectivement. Mais il y a la mesure présentation de spectacle en distanciation physique là, qui a été lancée dans les 2 dernières années permet aussi, dans une certaine mesure, l'autoproduction. Donc, c'est juste ce que je voulais dire. Avec la SODEC, fait que ça, on pouvait pas vraiment, ça servait à rien d'aller dans les deux. Mais là, ce programme-là, il a été fermé il y a 1 mois. Mais c'est ça, je voulais juste voir parce que c'est compliqué quand tu arrives dans le CAC, SODEC, Musique Action et CAC, là, Oui. et je suis en apprentissage, fait que j'aime beaucoup ces meetings-là, même si des fois je comprends la moitié de ce que vous dites, j'apprends beaucoup, mais je vais rester stand-by pour des nouveaux programmes sur l'autoproduction musicale. Merci beaucoup de répondre à ma question. N'hésitez pas, en tout cas, s'il y a d'autres questions, on est là. Des fois, ça peut être intéressant aussi d'entendre votre réalité là-dessus. Alexandre, j'ai-tu rêvé que tu voulais intervenir? J'ai rêvé, donc pardon. Non, Oui, mais on est toujours parlable au téléphone, Geneviève, au pire, pour rentrer dans les détails. Oui, Martin. Oui, bonjour tout le monde. C'est plus un peu, c'est pour mes collègues en fait, puis je veux bien que les gens du calque entendent, mais ce que j'entends, c'est notre nouvelle réalité dans une sortie de pandémie. Je pense que c'est une occasion, je le pas, c'est moi qui pèse mes mots. C'est une occasion de vraiment décrire notre réalité et demander notre réalité. Alors, j'aimerais vraiment que mes collègues qui dirigent des structures de diffusion, de production, expriment la réalité auprès du calque pour les 2 prochaines années, parce qu'après ça, c'est une game politique. Et il ne faut pas oublier ce qui va se passer cet automne. Non. Donc, dire, écoutez, il y a un milieu qui s'exprime actuellement et il y a des besoins réels. Et après ça, je pense que ça va être à nous à demander que nos besoins réels soient consolidés. Alors, je pense que l'occasion qu'on a actuellement de correspondre à un milieu sain, on entend une philosophie de la part du calque pour dire on veut que l'argent reflète la valeur du travail des artistes et des gens de scène et des gens des bureaux. Ne ratons pas cette occasion-là. Et je pense qu'après ça va être notre travail de forcer un engagement politique. Et je pense que dans les oppositions et le parti au pouvoir, enfin, toute la game politique qu'on sait c'est quoi, là, je pense qu'on aura un travail en septembre à faire pour mettre sur la place publique. Mais l'occasion, je me répète, là, mais l'occasion qu'on a actuellement, je pense qu'elle est en or de dire, je rejoins ce que Daniel Drolet dit, si Daniel dit c'est énorme, mais je pense qu'il faut demander énorme. De toute façon, c'est parce que ce qui est énorme pour nous l'est tellement pas. Il ne faut pas oublier que le REM de l'Est, les gens qui l'ont conçu ont quand même 100 millions pour une affaire qui n'a pas de bon sens, qui n'a jamais eu de bon sens et qui n'aura jamais de bon sens. Et donc, ça existe de l'argent. Donc, actuellement, je pense qu'on n'a pas à avoir peur et honte de dire c'est ça dont on a besoin. Et je pense que là, il y a comme un bon, contre mauvaise fortune, bon cœur. Je veux dire, si la pandémie aura permis qu'on puisse enfin être dans une réalité décente comme artiste de théâtre, allons-y. Donc, ce n'est pas une question, c'est une conscientisation collective. Merci. Merci, Martin. Tant mieux que ce n'est pas une question, je ne saurais pas quoi répondre exactement. Mais merci, c'est bien entendu. J'avais une autre question dans le chat concernant l'attribution des crédits à la mission. On demande, est-ce qu'un élément d'historicité va être pris en compte? Un élément d'historicité, c'est-à-dire que l'augmentation est vraiment pour les organismes qui sont déjà soutenus. Donc, dans un sens, oui. On prend l'historique des organismes qui sont déjà soutenus, mais sinon, je vous dirais que non, ce n'est pas nécessairement des éléments historiques là, qui nous... c'est vraiment sur les réalités des organismes, notamment la main-d'œuvre, la rétention de la main-d'œuvre. C'est là-dessus qu'on s'est basé pour réfléchir aux façons d'attribuer les sommes supplémentaires.
Alexandre, je te vois lever la main. Est-ce que tu voulais comme préciser? Peut-être, hein? OK. Oui, je vais préciser. Bon, excusez-moi, le son est peut-être terrible. Là, je suis dans le train. Là, fait que je ne vais pas parler trop longtemps. C'est pour ça que je voulais m'exprimer par écrit. Alors, ce que je voulais dire, c'est bon, j'ai déjà écrit quelque chose là, que je ne sais pas si ça s'est rendu, mais bon, c'est entre autres par rapport à des compagnies qui ont nouvellement été admis à la mission, tu sais, avec des financements assez minimaux. Là, puis le fait que d'avoir été admis pour 4 ans, puis là, on repousse de 3 ans le report, l'évaluation. Je pense que c'est difficile pour tout le monde, mais je voulais quand même soulever comment, mettons, quand on est au plancher du fonctionnement, avec parce de libre, d'une certaine façon, si on ne prend pas en compte le fait qu'on a un financement qui est beaucoup tributaire de l'époque à laquelle on a été admis dans le soutien, ça risque de perpétuer notre précarité à nous, là, les compagnies qui sont arrivées sur le tard. Là. Fait que c'est ça que je voulais savoir. C'est ça que j'entendais ça je voulais dire par historicité. Là. Bon, vous entendez le klaxon. Voilà. C'est tout à fait réel. On se croirait dans le train avec toi, Alexandre. En fait, c'est difficile de répondre directement à ça sans rentrer dans des cas spécifiques. Là. Moi, je connais bien l'organisme que tu diriges. Donc, c'est sûr que pour un cas précis, on pourrait y répondre de manière plus précise. Mais de manière générale, c'est sûr qu'on n'a pas, avec l'intervention qu'on va faire, en fait, là, pour les 2 prochaines années, ça ne corrigera pas, on va dire, toutes les inégalités que peut-être certains d'entre vous observez là, dans le milieu, puisqu'on ne vous demande pas, en fait, on fait une intervention directement. Donc, on vous annonce des crédits supplémentaires. On ne vous demande pas nécessairement de faire une demande. Là, on passe cette étape-là. Donc, c'est vraiment plus en 2024 qu'on pourra peut-être venir faire des rééquilibrages plus drastiques ou plus importants. Donc, ça fera partie, entre autres, des réflexions qu'on aura devant nous dans les 2 prochaines années. Là, c'est sûr qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, ou peut-être que j'ai gelé quand je l'ai nommé, qu'on a quand même une préoccupation pour les plus petits organismes. Je pense que j'ai gelé quand je disais ça. Je vous disais tout à l'heure que je parlais tout seul pendant un bon bout, mais j'ai nommé qu'effectivement, on a cette préoccupation-là pour les organismes qui, pas nécessairement qui sont plus jeunes, là, mais donc qui sont dans une plus petite structure pour quand même leur accorder un soutien pour les 2 prochaines années qui leur permettrait de faire des choses, de concrétiser des projets, de concrétiser en fait, de mettre en œuvre des actions. Bien sûr, c'est dans une enveloppe qui est circonscrite, là, mais on a quand même à cœur, finalement, les plus petites organisations, tout en réfléchissant aussi qu'il y en a des plus grosses. Bref, que c'est une écologie particulière, en fait, là, celle du milieu culturel, mais qu'on essaie d'avoir l'ensemble des réalités en tête, dont celle des petites organisations. Je ne sais pas si ça répond mieux, Alexandre. Puis peut-être qu'au moment où on annoncera les sommes, on pourra mieux entendre les réalités de tout un chacun là, pour bien vous accompagner aussi sur ce que ça veut dire dans votre réalité. Là. Bien, quand même, je suis content d'entendre, parce que c'est vrai, je pense qu'on ne l'avait pas entendu par rapport aux plus petits organismes, là, puis je pense que ça nous définit aussi là, dans notre situation. Fait que effectivement, on verra à quoi ça ressemble là, quand vous nous enverrez les informations. Là, pour le crédit. Merci. Merci. Merci pour la précision. Isabelle, je te donne la parole. Merci, Caroline. Véronique, André, on a eu des conversations là, tout au long de la dernière année sur, disons, la relation entre la diffusion et le scolaire. Puis je voulais juste m'assurer qu'on était toujours un peu au même diapason par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment le milieu scolaire va se comporter pour la saison prochaine. On commence un petit peu à en avoir une idée, mais on entendait que même à travers l'enveloppe régulière du calque, en tout cas déjà attribué, qu'il y aurait un accompagnement, soit dans un sens ou dans l'autre. Si le milieu scolaire répond très, très favorablement, on sait que ça a des impacts sur l'équilibre financier des diffuseurs. Et à l'inverse, s'il y a une reconquête du milieu scolaire à faire,
je veux dire, on entendait que le calque serait présent aussi pour soutenir ça. Est-ce qu'on est toujours dans cet esprit-là? Merci Isabelle de me donner l'opportunité de le mentionner parce que oui, on est toujours dans cette optique-là. On a un 5 millions en plus de tout ce qu'on a là, dans notre budget de base. Il y a un 5 millions qui est vraiment spécifiquement attitré pour, je dirais, tout ce qui relève du jeune public, autant le scolaire, le familial, donc le jeune public dans son ensemble. Et il est prévu qu'on puisse accompagner, comme on le fait en 2019-2020, les sorties scolaires. Donc, vraiment les représentations qui sont offertes en milieu, en fait, pour le public scolaire. Là. Donc oui, c'est tout à fait prévu et c'est, je dirais, ce que j'ai nommé, là, le 37 millions, ça vient s'ajouter finalement à ça. Là. Tout à fait. Ça répond, Isabelle? Je ne te vois plus, mais... Oui, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Il nous reste 10 minutes. Je vous laisse. Oui, Alia. Oui, bonjour. Ma question, en fait, c'est basée sur l'idée que je suis une artiste professionnelle. Je travaille avec des gens non professionnels. Alors, je suis en train de préparer pour un spectacle, une pièce de théâtre qui sera diffusée en octobre. Et, selon tous les infos que j'ai collectées et tous les après avoir parlé avec quelques responsables, j'ai su que les 3 conseils subventionnent pas les gens professionnels qui travaillent avec des gens non professionnels. Est-ce que c'est vrai ça? Moi, je vous suggérerais, est-ce que vous avez parlé à quelqu'un au conseil? Parce que c'est sûr, c'est... J'ai commencé une formulaire chez vous, chez Calc, mais je n'ai pas le complété. Parce que je ne vais pas attendre 4 mois pour avoir une réponse négative à ma demande. On est d'accord. Oui, on est d'accord qu'on ne veut pas ça, que vous passiez du temps à remplir un formulaire pour vous dire non parce que ce n'est pas admissible. Donc, plus, en fait, la dame qui était là, je pense qu'elle a quitté Mélissa Bassora. En fait, je pense qu'elle a quitté. Hein, Mélissa, tu n'es plus avec nous. Bon, bref, ce serait la bonne personne à contacter pour développer vraiment votre projet dans son détail pour qu'on puisse vous dire si oui ou non on soutient ça parce qu'il y a des projets qui incluent des amateurs ou en fait des non-artistes qu'on soutient tout à fait. Là. Mais ça dépend vraiment de votre projet. Donc, sans rentrer dans le détail de votre projet là, à plusieurs, moi, je vous inviterais surtout, merci Marie-Ève qui donne le courriel de Mélissa dans le chat, là, de vraiment parler de votre projet à Mélissa pour qu'elle vous dise si oui ou non on peut soutenir ce type de projet-là, soit en partie ou en totalité. Là. Mais il y a des projets d'organismes qui incluent des non-artistes et qu'on soutient par ailleurs. Donc, je pense que ça dépend des projets. Alors, ça existe. C'est rare, mais ça existe. Ça existe. Je pense qu'Alexandre Pecteau, qui parlait tout à l'heure, en a déjà fait un, entre autres. Donc, merci. Merci. Il nous reste 5 minutes. Je ne sais pas, sinon, s'il n'y a pas d'autres interventions, je me disais, on avait parlé un peu plus tôt, je ne sais pas s'il y a des artistes de la relève là, à la rencontre aujourd'hui, mais on avait évoqué de donner quelques détails concernant la rétroaction pour notamment les programmes de bourse, peut-être juste de voir comment ça fonctionne, tout ça, pour justement donner accès pour les premières bourses. Il y a une question dans le chat, Caroline. Annie Daris demande si quand on parle de petites structures, là, je suppose, Annie, tu pourras peut-être préciser, mais tu réfères à quand Véronique parle de petites structures concernant le financement à la mission. Si cela inclut les compagnies à production, je comprends que oui, mais si elles sont déjà à la mission, c'est ça? Exactement. L'intervention qu'on va faire, c'est vraiment pour les organismes déjà soutenus dans ce programme-là. Donc, les organismes de production sont inclus dans l'intervention, tout à fait.
Ben, j'ai une autre question dans ce cas-là parce que quand on n'est pas au fonctionnement comme ça, les délais, je ne doute pas que vous faites votre maximum pour que ça arrive vite. Puis le traitement des demandes et tout ça, mais mettons dans un processus où l'artiste, je vais me nommer, a eu une bourse recherche et création et tout de suite en cours d'année, la production, elle est garantie, elle est officialisée avec le diffuseur. Et là, on refait des demandes pour production. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a un problème au niveau des livrables et des budgets, c'est que le temps que la subvention arrive, en fait, ça va peut-être laisser 1 mois avant la première. Donc, il y a une espèce d'affaire de délai qui est vraiment difficile à gérer quand on a une petite structure comme ça, puisqu'on parle des petites structures. Nous, pour exemple, on a proposé, on va avoir les réponses fin juillet. Notre première est le 4 août. Donc, au niveau des livrables et tout ça, je propose pas de solution, je fais juste adresser cette espèce de problématique parce que toute une équipe se met stand-by. On ne signe pas nécessairement des contrats, mais tout le monde est stand-by de OK, est-ce que notre décor va être en carton ou en plâtre ou même au niveau de l'UDA, commencer les répètes. Des fois, on ne peut pas attendre pour savoir combien on va se donner pour les répétitions, pour les forfaits. Donc, ça fait en sorte qu'on n'est pas illégal, mais on répète sans avoir nécessairement pris notre entente avec l'Union parce qu'on ne sait pas si on va se payer 18 de l'heure ou 35 $. Bref, cette question-là des délais et des... Oui, ben c'est une bonne question, puis on sait que c'est une réalité là, depuis des années, que ce soit, je ne sais pas si vous avez un organisme en ABNL ou si c'est du côté des artistes que vous déposez, mais dans tous les cas, les délais sont similaires, là, autour de 4 mois de réponse. C'est sûr que de notre côté, on doit effectivement traiter un volume de demandes, donc c'est pour ça que le délai est là. Ce que je vous dirais, ce qui nous aide beaucoup, c'est que vous déposiez dès que vous savez. Je sais que vous avez à rédiger la demande, là, donc c'est difficile de le faire le lendemain, mais de ne pas trop tarder à déposer. On a levé là, les obligations dans la pandémie du délai de réponse, c'est-à-dire que pas du délai de réponse, mais du délai de dépôt. Avant, on vous demandait de déposer 3 mois avant le début de votre projet. Là, pour le moment, c'est encore levé. On a quand même l'intention de ramener ces délais-là parce que il y a des enjeux entourant ce type de levée là, de règles. Donc, idéalement, dès que vous savez que vous êtes en production, qu'il y a un diffuseur qui vous accueille, de vraiment pas trop tarder pour nous déposer les demandes. C'est ce que je vous dirais. Puis, juste pour terminer, là, le délai de 4 mois, c'est vraiment un maximum. Donc, dans certains cas, on est capable de répondre plus rapidement, puisque c'est dû en tout temps, là, ce type de demande-là, que ce soit en recherche et en production. Vous déposez quand vous voulez, là, quand vous pouvez. Mais de notre côté, à nous, c'est un maximum le délai de 4 mois. Là. Ça peut aller plus vite dans certains cas. Par contre, justement, quand on a eu une première phase de recherche et création, il faut quand même remettre notre rapport final avant de pouvoir demander une bourse. Donc, non, vous n'êtes pas obligé de déposer votre rapport c'est-à-dire que vous avez un 3 mois là, pour le faire, le rapport. Donc, c'est sûr, si vous êtes en défaut, c'est une chose, mais vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez déposer une demande, même si... Ça peut se chevaucher, finalement. Oui. OK. Ouais, dans le fond, ce qui bloque un dépôt de demande, c'est quand... Ce qui bloque un dépôt de demande, c'est quand vous êtes en défaut. Hein, collègue, là, j'espère que je n'erre pas. je n'erre pas. Ouais, c'est ça. Oui, puis il y a un maximum de 3 demandes de bourse ouvertes en analyse ou acceptées que vous pouvez faire à la fois. OK. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Merci. Oui, Étienne, je te donne la parole. Oui, excusez, bonjour tout le monde. En fait, ça serait peut-être un mot de la fin, mais simplement pour vous remercier le calque parce que, encore une fois, sans pointer du doigt personne, ça fait du bien de vous avoir avec nous une dizaine et d'avoir des noms, des visages et des gens à qui on peut parler. Je pense que c'est précieux dans le contexte de traverser une crise, c'est précieux de savoir à qui on parle. Alors, merci pour ça. C'est tout. Plaisir. Pour aller vers la continuité de la fin, je veux juste vous dire aussi pour la suite là, de ces petites rencontres, le 9 juin, donc la semaine prochaine, si mon calendrier mental est encore bon. L'autre d'après, hein? Oui, ouais. OK. On organise une rencontre d'information
autour des programmes de subvention organismes de création, donc les OBNL. On va pouvoir parler programmation spécifique notamment. Puis là, c'est vraiment, on plonge dans les programmes, c'est 1h30. Donc, pour des détails plus précis aussi, je pense que sur les soutiens offerts, ça va être fort utile. Sachez que mon courriel est aussi ouvert. Si vous voulez formuler vos questions à l'avance aussi, il n'y a vraiment pas de problème. Puis ultérieurement aussi, soit en juin ou au courant de l'été, il va y aussi avoir une formation offerte pour les programmes de bourse. Donc là, ça va de manière plus précise s'adresser à la relève. Merci Thomas d'avoir mis le lien d'inscription pour la formation du 9 juin. Est-ce que je manque quelque chose dans le chat? Dernière question. C'est bon, ben ce sera Alexandre Martin et Geneviève Pelletier qui feront la rencontre du 9, hein? C'est bien ça, du 9 juin, spécialiste des programmes. Sinon, Véronique, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous, on dit encore nouvelle équipe, mais on est plus trop une nouvelle équipe. Arrêtez de dire ça. On n'est plus des nouveaux visages, mais c'est la première fois c'est la première fois qu'on faisait cet exercice-là, puis on est heureux de voir que ça répond à un besoin, fait que c'est sûr qu'on va le réitérer. Mais merci beaucoup d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Vous dire que l'enregistrement... Merci beaucoup. Merci. Puis juste que l'enregistrement va circuler, donc n'hésitez pas à le partager là, pour les personnes qui n'avaient pas pu être présentes avec nous aujourd'hui et qui voudraient avoir accès à cette précieuse information. Merci. Parfait. Merci. Excusez pour mes bruits de fond. J'ai un enfant qui a la COVID, mais qui n'arrête pas de parler de caca pour autant. Merci tout le monde. À bientôt.